Bonsoir très chers amis lecteurs, nous sommes encore là pour continuer toujours la lecture de notre roman L'homme qui voulait être heureux, écrit par Laurent Gounel, un homme sage. J'espère au profond de moi qu'à travers l'écoute de la lecture de ces livres arrive à impacter votre vie positivement. C'est mon souhait le plus ardent qu'à travers l'écoute de ce livre, que vous arrivez, que votre vie puisse changer positivement, que vous tirez un bienfait de la lecture de ce livre. Merci à vous, merci de participer, merci d'écouter, merci d'être là. Continuons. Libres de leur mouvement, libres de leur destination, libres de leur vie. Je m'arrêtais sur la route pour manger un nasi goreng dans une échoppe, plat typique à base de riz. Comme pratiquement tous les plats balinais, au bout de 4 semaines, la seule vision du riz suffisait presque à me faire perdre l'appétit. J'arrivais à mon bungalow à la tombée de la nuit. Moment idéal pour aller marcher sur la plage sans croiser âme qui vive. Je me mis pieds nus et m'y rendis directement. Comme prévu, la plage était déserte et je me promenais longuement au bord de l'eau, le pantalon retroussé. Rapidement, mon esprit vagabond revint sur ma rencontre avec le guérisseur et je repensais à tout ce qu'il m'avait fait découvrir. Ainsi, nous autres humains avions développé des croyances sur nous-mêmes en raison de l'influence de personnes de notre entourage ou de conclusions inconsciemment tirées de notre vécu. Je voulais bien l'admettre, mais dans ce cas, jusqu'où s'étendraient ces croyances? Nous avions vu que l'on pouvait se croire beau ou laid, intelligent ou stupide, intéressant ou ennuyeux. On pouvait croire en sa capacité d'influence ou, au contraire, se croire incapable d'obtenir quoi que ce soit des autres. Dans quelques autres domaines, pouvait-on développer des croyances? Je comprenais que l'on puisse croire un certain nombre de choses et que ces croyances aient ensuite un effet sur notre vie. Mais jusqu'où? Je me demandais en quoi mes propres croyances avaient influencé le cours de mon existence. Et en quoi, en fonction du hasard des rencontres et de mes expériences, j'aurais pu croire d'autres choses qui auraient ensuite donné une direction à ma vie. Mes interrogations avaient pour seule réponse le bruissement de l'eau sous mes pieds, qui éclaboussait le silence de la plage déserte. Les palmiers qui l'abordaient étaient parfaitement immobiles, aucun vent ne soufflait. Dans leurs branches délicates, j'avais pris l'habitude de me baigner tous les soirs. J'ai quitté mon pantalon et mon t-shirt et me laissé glisser dans l'eau tiède de la mer. Je nageais longuement sans plus penser à rien, sous le regard bienveillant de la lune naissante. Je me réveillais après un sommeil particulièrement profond et découvris que le soleil était déjà haut dans le ciel. Je pris quelques fruits en guise de petit déjeuner tardif et m'en allai pour une promenade matinale dans le petit bois qui s'étend derrière la plage. En arrivant à proximité du bungalow de Hans et Claudia, le couple hollandais, j'ai reconnu leur voix. Le déjeuner n'était pas encore prêt, dit Hans, assis sur un petit rocher, un livre sur les genoux. Il avait les cheveux gris foncés, un visage peu expressif, les lèvres plutôt minces,
Bientôt, mon chéri, bientôt. Claudia était une femme douce et gentille. La quarantaine, le visage tout en rondeur, encadré des jolies boucles blondes. Elle faisait cuire des brochettes de poisson au-dessus d'un barbecue. Tu utilises trop de charbon de bois. Ça sert à rien. C'est gâché. Il disait cela sans réaliser que c'était un reproche. Pour lui, c'était un fait. C'est tout. Mais sinon, ça cuit trop lentement, se justifiait-elle. La dernière fois que je les avais croisés, Claudia nettoyait le bungalow pendant que Hans lisait son fichu livre. Je me demandais ce que pouvait amener une femme à accepter d'endosser le rôle de la ménagère au XXIe siècle. Hans n'était pas un manchot, au sens où l'on l'imagine. Pour lui, c'était probablement juste normal que sa femme s'occupe de cela. La question n'avait sans doute même pas été débattue entre eux. C'était ainsi. Tiens, Julien, quel plaisir de te voir, me dit-elle en m'apercevant. Bonjour, Julien, dit Hans. Bonjour, voudrais-tu partager un poisson avec nous proposa-t-elle. Hans haussa imperceptiblement un sourcil. Non, merci, je viens de prendre mon petit déjeuner. Tu viens seulement de te lever demanda Hans. Nous, on a déjà fait 2 visites ce matin. Le temple de Tanalo et le musée Subak à Tabanan. C'est bien, félicitations. Il ne saisit même pas l'ironie de ma réponse. Hans était de ces gens qui écoutent les mots, mais ne décodent ni le ton de la voix, ni les expressions du visage de celui qui les prononce. Tu visites peu de choses, j'ai l'impression. Cela ne t'intéresse pas? Si, mais j'aime surtout ressentir les ambiances, me promener dans les villages, tenter de discuter avec les gens, essayer de me mettre à leur place et ressentir ce que ça fait. Comprendre leur culture, quoi. Julien aime découvrir la culture de l'intérieur. Toi, chérie, tu préfères comprendre la culture dans les livres, dit Claudia. Oui, c'est plus rapide, on gagne du temps, réagit Hans. J'accusais. À quoi bon argumenter? À chacun sa façon de voir les choses. Est-ce que ça te ferait plaisir de nous accompagner ce soir? Demanda Claudia. Nous allons assister à un concert de gamelan à Obod. Puis, à la tombée de la nuit, nous irons observer les tortues sur la plage de Pemetiran. C'est l'époque où leurs œufs éclosent. Cela dure 1 ou 2 nuits, tout au plus. Après, il sera trop tard. La perspective d'une soirée avec Hans ne m'excitait pas, au-delà du raisonnable, mais j'avais très envie de voir les bébés tortues, et je sentais que cela ferait particulièrement plaisir à Claudia que j'accepte. D'accord, c'est gentil de me le proposer. Je serai déjà dans le coin de bout cet après-midi, alors je vous rejoindrai sur place. Donnez-moi l'adresse. C'est à la salle des cérémonies. Tu sais, à côté du grand marché. À 19h, dit Claudia. Tu vas visiter les galeries? Demanda Hans. Au bout était le village des artistes. Et on y trouvait des galeries d'art à provision. Non, je rends visite à, une sorte de maître spirituel. Ah bon, pourquoi faire? Je savais que sa question était sincère. Hans était bizarre à vous demander pourquoi vous alliez au cinéma, à l'église ou au cimetière, ou encore pourquoi vous ne portiez plus un pantalon archi démodé, mais toujours en bon état. Tout ce qui ne relevait pas d'une démarche rationnelle, selon lui, était une bizarrerie de la nature. Il m'amène à prendre conscience de certaines choses et d'une certaine manière, il m'aide aussi à me retrouver, quoi. À te retrouver?
Il avait un ton à la fois amusé et interloqué. Oui, en quelque sorte. Mais si tu es perdu, qu'est-ce qui te prouve que tu vas te retrouver à Ubud plutôt qu'à New York ou Amsterdam? Très drôle. Il y a vraiment des gens qui sont complètement hermétiques à la dimension spirituelle de la vie. Je ne suis pas perdu. Si tu ouvres un dictionnaire, au passage, sa lecture devrait te plaire. Tu pourras en supporter le niveau émotionnel. Tu verras qu'il y a plusieurs sens au verbe se retrouver. En l'occurrence, cela signifie aussi mieux se connaître pour avoir une vie plus en harmonie avec qui l'on est. Ne te fâche pas, Julien. Je ne me fâche pas, mentise. Chérie, laisse un peu Julien tranquille, dit Claudia. Au fait, Julien, est-ce que tu plonges toujours? Oui, presque tous les jours. Nous aussi, on a plongé le premier jour, dit Hans. On a eu de la chance, il faisait beau et l'eau était claire. En 1 heure, on a vu l'essentiel de ce qu'il y avait à voir. Moi, j'y retourne souvent. J'ai beaucoup de plaisir à nager au milieu des poissons, à les approcher. Ils sont tellement peu farouches que l'on peut presque les toucher. Je m'attendais à ce qu'ils me demandent pourquoi faire. L'homme descend des poissons. Julien se reconnecte avec ses origines retrouvées. Et toi, tu t'apprêtes à manger l'un des descendants de tes ancêtres grillés au barbecue. C'est du joli. Bon d'ailleurs, je vous laisse à votre déjeuner. Bon appétit. À ce soir. Bonne recherche. Et surtout, ne perds pas espoir. Il te restera encore le bureau des objets trouvés à Jakarta. À ce soir, dit Claudia. Je repris ma balade tout en pensant à Hans. Je me demandais quel pouvait être son problème. Il était un peu bizarre quand même. Je sentais qu'il n'était pas méchant, qu'il ne voulait pas me blesser. Il était juste hermétique à certaines choses. J'ai regagné mon bungalow, me préparer à hâte, puis sauter dans ma voiture. L'itinéraire me sembla plus simple. Cette fois-ci, et j'arrivais devant la maison de Maître Samtian à milieu d'après-midi. La même jeune femme m'accueillit agréablement et me conduisit directement dans le campement où j'avais été reçu la veille. J'eus cette fois-ci le loisir d'observer plus tranquillement le lieu. C'était à la fois sobre et beau. Beaucoup de sérénité, de paix, d'harmonie se dégageait de cet endroit que je commençais à vraiment aimer. Je sentais qu'un tel lieu permettait de lâcher prise sur quantité de choses. Ici, on laissait bon nombre de ses préoccupations à l'entrée. Le temps était suspendu. J'avais l'impression que j'aurais pu y rester des années sans perdre une seule ride. Je ne le vis pas venir. Je me retournai et il était derrière moi. Nous nous saluâmes et il m'informa qu'à cette heure-ci, il pourrait m'accorder beaucoup de temps. Dommage. Qu'il ne pourrait m'accorder beaucoup de temps. Dommage. Alors, vous êtes allé au vidéoclub de Kuta, me répondit-il. Non, avouai-je un peu piteusement. Il me dit, mais sans la moindre trace de reproche ni d'autorité. Si vraiment vous souhaitez que je vous accompagne dans la voie qui vous fera avancer dans votre vie, il est nécessaire que vous fassiez ce que je vous demande. Dans la mesure où vous ne l'avez pas refusé, si vous vous contentez de vous en remettre à moi et de m'écouter, il ne se passera pas grand-chose. Êtes-vous prêt à vous engager en ce sens? D'accord, avais-je vraiment le choix, puisque je souhaitais continuer notre relation? Dites-moi, pourquoi n'êtes-vous pas allé à Kuta? En fait, j'étais un peu fatigué hier soir et j'avais besoin de me reposer. Sur un ton bienveillant, il me dit, si vous mentez aux autres, au moins ne vous mentez pas à vous-même. Pardon, j'étais désarçonné. De quoi avez-vous peur? Sa voix dégageait beaucoup de douceur et ses yeux plongeaient dans les miens, au plus profond de moi-même. Et pourtant,
je ne ressentais aucune intrusion. C'était juste que je me sentais vu. Cet homme lisait en moi, comme dans un livre ouvert. Qu'est-ce que vous auriez pu perdre en y allant? Comment faisait-il pour poser la question, pour toucher délicatement du doigt précisément là où il fallait? Après un certain silence, je m'entendis répondre. Je crois que j'avais envie de conserver intacte mon admiration pour mon actrice préférée. Vous avez peur de perdre vos illusions. C'était bizarre, mais c'était vrai. D'autant plus bizarre que la veille, je m'étais bien douté qu'il avait raison la concernant. Alors, pourquoi refuser la vérité? Peut-être, disent, c'est normal, les êtres humains sont très attachés à tout ce qu'ils croient. Ils ne cherchent pas la vérité, ils veulent seulement une certaine forme d'équilibre et ils arrivent à se bâtir un monde à peu près cohérent sur la base de leurs croyances. Cela les rassure et ils s'y accrochent inconsciemment. Mais pourquoi ne se rendons pas compte que ce que l'on croit n'est pas la réalité? Rappelez-vous que ce que l'on croit devient notre réalité. Je ne suis pas sûr de vous suivre complètement. Vous savez, c'est peut-être un peu trop philosophique pour moi. Et puis, j'ai beau être un rêveur, je suis quand même rationnel. Pour moi, la réalité, c'est la réalité. C'est très simple, en fait. Si je vous demandais de fermer les yeux, de vous boucher les oreilles, puis de me décrire précisément la réalité qui se trouve autour de vous, vous ne pourriez pas tout décrire. Normal, cela comprend des milliards d'informations et vous ne les avez pas toutes captées. Vous avez seulement perçu une partie de la réalité. C'est-à-dire, par exemple, sur le plan visuel, quantité d'informations concernent le lieu, la disposition des murs et des plis des différents campements visibles, les arbres, arbustes et plantes pourvus de milliers de feuilles qui s'agitent d'une certaine manière au gros du vent lésé. S'ajoutent à cela des meubles, des objets, des dessins. Chacune de ces choses est constituée de différents matériaux. Les matières ne sont pas uniformes. Les couleurs ne sont pas homogènes. Il y a aussi une foultitude d'informations concernant la lumière ambiante, les ombres, le ciel, les nuages qui se déplacent, le soleil. À lui seul, mon corps vous envoie des milliers d'informations relatives à ma posture, mes mouvements, mon regard, les expressions de mon visage qui changent d'une seconde à l'autre. Et tout cela ne concerne que les informations visuelles. À cela, il faut ajouter les informations auditives, les bruits divers et variés, proches ou lointains, les multiples inflexions de ma voix, son volume, sa tonalité, le rythme de mes paroles, le bruit émis par le frottement de nos vêtements. Lorsque nous bougeons, les insectes qui volent, les oiseaux au loin, le bruit du vent dans les feuilles, etc. Mais ce n'est pas tout. Vous êtes également submergé d'informations olfactives et relatives au toucher. La température de l'air, son humidité, les senteurs des différentes plantes qui nous entourent, lesquelles senteurs changent en fonction des courants d'air. Le ressenti des multiples points de contact de votre corps sur le sol. Ok, vous m'avez convaincu. L'intrompise, je le reconnais, je n'aurais pas été capable de transmettre toutes ces informations, les yeux fermés et les oreilles touchées, c'est vrai. Et c'est là pour une raison très simple, vous n'êtes pas conscient de toutes ces informations. Il y en a trop et votre esprit fait inconsciemment entrer. Vous en captez certains, pas les autres. Oui, sans doute. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce tri n'est pas le même pour vous et pour moi. Si l'on demandait à plusieurs personnes de faire cet exercice et de lister ce qu'elles ont observé de leur environnement, nous n'aurions pas deux listes d'informations identiques. Chacun ferait un tri particulier. D'accord, et ce tri n'est pas dû
au hasard. Comment ça? Ce tri est propre à chacun et dépend notamment de ses croyances, de ce qu'il croit sur le monde en général, bref, de sa vision de la vie. Oui, nos croyances vont nous amener à filtrer la réalité, c'est-à-dire à filtrer ce que l'on voit, entend et ressentir. Cela reste un peu abstrait pour moi. Je vais vous donner un exemple un peu caricatural pour simplifier. Ok, imaginons que vous soyez inconsciemment convaincu que le monde est dangereux et qu'il faut s'en méfier, se protéger. Ce serait votre croyance, d'accord? D'accord. Si cette croyance est inscrite en vous, alors, d'après vous, sur quoi va se porter votre attention à l'instant présent? Quelle information allez-vous donc capter si vous croyez au fond de vous que le monde est dangereux? Eh bien, voyons, je ne sais pas. J'imagine que je commencerai par me méfier un peu de vous, puisque, après tout, je ne vous connais pas. Je crois que j'observerai surtout votre visage pour essayer de lire vos pensées, de comprendre ce qu'il y a peut-être derrière vos paroles gentilles, et je tenterai aussi de repérer d'éventuelles incohérences dans votre discours pour savoir si vous êtes fiable ou pas. Et puis, je garderai un œil sur la porte du jardin pour m'assurer qu'elle reste ouverte et que je pourrai partir facilement s'il y avait un problème. Voilà, quoi d'autre? Voyons, peut-être ferai-je aussi attention à cette posture, à cette poutre qui a l'air de tenir par l'opération du Saint-Esprit et qui pourrait me tomber dessus. Et je garderai un œil sur le gecko que j'entends se balader entre les poutres, car j'aurais peur qu'elle descende me mordre. Je me méfierai de ces arbres de reptiles. Je remarquerai aussi que la note est usée et que je pourrais attraper des échardes si je ne prenais pas garde. Ceci là, votre attention sera captée par les risques potentiels qui existent dans toute situation. Et si l'on vous demandait, yeux fermés, de décrire la situation, ce sont notamment ces éléments qui vous viendraient à l'esprit. Sans doute en effet. Maintenant, imaginez que vous ayez une croyance opposée, à savoir que le monde est amical, que les gens sont gentils, honnêtes et fiables, et que la vie offre quantité de plaisirs bons à prendre. Faites comme si cette conviction était profondément enfouie en vous. Sur quoi se porterait votre attention en ce moment? Et que pourriez-vous décrire les yeux fermés et les oreilles bouchées? Je crois que je parlerai des plantes qui sont vraiment très belles, de ce petit vent agréable qui rend la chaleur supportable. Je crois que je parlerai aussi des geckos, car je me serais dit, cool, il y a un gecko sous la toiture. Au moins, il ne doit pas rester d'insectes rampant dans les parages. Et puis, je décrirai le visage serein de cet homme sympathique qui me fait découvrir des tas de choses intéressantes sans même me faire payer. Exactement ce que l'on croit de la réalité, du monde environnant, agit comme un filtre, comme une paire de lunettes sélectives qui nous amène à surtout voir les détails allant dans le sens de ce que nous croyons, si bien que cela renforce nos croyances. La boucle est bouclée. Si l'on croit que le monde est dangereux, on va effectivement porter son attention sur tous les dangers réels ou potentiels et on aura de plus en plus le sentiment de vivre dans un monde dangereux. Merci à vous. Arrivé à ce point précis, nous allons nous y limiter pour reprendre encore la prochaine fois. J'espère très sincèrement que cette lecture vous fait du bien. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Et si aussi c'est le contraire, dites-le moi. Merci à vous et à la prochaine fois.